Imagine un instant que tu es assis quelque part tranquille, peut-être dans un fauteuil que tu connais bien, avec une tasse de quelque chose de chaud entre les mains. Dehors, la lumière change selon les saisons. Et toi, tu es là présent, vivant avec toutes ces années derrière toi et encore tellement devant. Et dans ce moment de calme, je voudrais te poser une question simple, une question qui peut sembler anodine au premier abord, mais qui, si on la regarde vraiment en face, révèle quelque chose de profond sur la façon dont nous traversons la vie après 60 ans. La question est celle-ci: qu'est-ce que tu te dis à toi-même chaque jour? Quelles sont ces phrases que tu prononces presque automatiquement sans y penser, comme si elles faisaient partie de toi depuis toujours? Parce que c'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Non pas des grandes décisions de la vie, non pas des choix spectaculaires ou des tournants dramatiques, mais de quelque chose de beaucoup plus discret, de beaucoup plus quotidien et en même temps de beaucoup plus puissant. Je voudrais parler de ces phrases que nous prononçons après 60 ans, ces expressions que nous utilisons presque sans y penser et qui pourtant révèlent énormément sur notre rapport à nous-mêmes, à la vie, au temps qui passe et aux autres. Tu sais, dans mon travail de psychiatre et de psychologue, j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de personnes à différents moments de leur existence et j'ai remarqué quelque chose d'assez frappant. Il y a un certain nombre de phrases, de formules, d'expressions que les jeunes commencent à utiliser de plus en plus fréquemment à partir d'un certain âge, souvent autour de la soixantaine, et qui fonctionnent comme de petits signaux, des signaux de repli parfois, des signaux d'abandon d'autres fois, ou au contraire des signaux de résistance mal placés. Et ce qui est fascinant, c'est que ces phrases, on ne les choisit pas vraiment. Elles s'installent progressivement comme des habitudes de pensée, comme des raccourcis mentaux que l'on prend parce qu'ils semblent logiques, parce qu'ils semblent correspondre à ce que la société nous dit de ce que l'on est censé être à cet âge-là. Mais voilà ce que je crois profondément et c'est ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. Ces phrases ne sont pas neutres. Elles ne sont pas simplement des mots, elles sont des actes. Elles construisent une réalité, elles façonnent notre identité. Et parfois, elles nous enferment dans une vision de nous-mêmes qui est bien plus limitée que ce que nous sommes vraiment. Alors ensemble, prenons le temps d'explorer ça. Prenons le temps de regarder ces phrases avec bienveillance, sans jugement, mais avec une vraie lucidité. Parce que comprendre ce que nous disons, c'est commencer à comprendre ce que nous pensons. Et comprendre ce que nous pensons, c'est déjà avoir le pouvoir de changer quelque chose. Je voudrais commencer par une phrase que j'entends très souvent. Une phrase que beaucoup de personnes de 60 ans et plus utilisent comme une sorte de bouclier, comme une façon de se protéger, mais qui en réalité les prive de quelque chose d'essentiel. Cette phrase trop tard pourquoi exactement? Trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau, trop tard pour changer une habitude. Trop tard pour commencer une relation, un projet, une passion, trop tard pour être heureux d'une manière différente de celle que l'on a connue jusqu'ici. Je me souviens d'une femme que j'avais rencontrée lors d'une conférence il y a quelques années. Elle avait 64 ans, elle était à la retraite depuis peu et elle m'avait dit avec une sorte de résignation douce, presque sereine en apparence: vous savez, Christophe, j'aurais voulu peindre. Toute ma vie, j'ai voulu peindre, mais maintenant, à mon âge, c'est trop tard pour commencer. Et quand je lui avais demandé pourquoi, elle avait été incapable de me donner une raison concrète. Elle avait juste répété: c'est trop tard, comme si c'était une évidence, comme si l'âge était une frontière infranchissable. Mais cette frontière qu'il a tracée, pas elle en réalité. C'est la société qui la lui avait donnée. C'est une croyance collective que nous absorbons sans même nous en rendre compte. Une croyance qui dit que la vie a des étapes bien définies et qu'après un certain âge, certaines portes sont fermées à jamais. Or, la psychologie nous apprend quelque chose de tout à fait différent. Elle nous apprend que le cerveau humain conserve une plasticité remarquable bien au-delà de 60 ans. Que la capacité d'apprendre, de s'adapter, de créer ne disparaît pas avec les années. Elle change, oui, elle se transforme, mais elle ne s'éteint pas. Et au-delà de la neurologie, il y a quelque chose de plus fondamental encore. La question n'est pas de savoir si tu peux encore apprendre à peindre à 64 ans. La question est de savoir si tu veux vivre les prochaines années de ta vie en ayant essayé ou en te demandant ce que ça aurait été si tu avais osé. Parce que trop tard est souvent une façon de ne pas avoir à affronter la peur d'échouer, la peur du regard des autres, la peur de recommencer depuis le début comme un débutant alors qu'on a passé toute sa vie à être compétent dans son domaine. Et cette peur est tout à fait compréhensible. Je ne veux pas la minimiser. Et je veux te dire que se cacher derrière, c'est trop tard à un coup. Ce coup, c'est la vitalité, c'est l'enthousiasme,
C'est ce sentiment d'être encore en mouvement, encore en train de grandir. Et ce sentiment-là, il n'a pas d'âge. Alors la prochaine fois que tu t'entends dire « c'est trop tard », je t'invite à faire une petite pause, juste un instant, et à te demander « est-ce vraiment trop tard ou est-ce que j'ai peur ?» Et si c'est la peur, est-ce que je peux l'accueillir, la reconnaître et avancer quand même ? Il y a une deuxième phrase que j'entends souvent et celle-ci est plus subtile, plus insidieuse peut-être. C'est la phrase « je suis comme ça, c'est ma nature ». Ou ses variantes. On ne change pas à mon âge, je suis trop vieux pour changer. C'est comme ça que je suis fait. Cette phrase, elle a une apparence de sagesse. Elle ressemble à de l'acceptation de soi et l'acceptation de soi, c'est quelque chose que je défends profondément. Mais il y a une différence importante entre accepter qui l'on est et se résigner à ne jamais évoluer. Entre reconnaître ses limites avec bienveillance et utiliser ses limites comme une excuse pour ne pas faire l'effort de changer ce qui nous fait souffrir, nous ou les autres. Laisse-moi te donner un exemple. J'ai accompagné un jour un homme d'environ 67 ans qui se plaignait de ses relations avec ses enfants adultes. Il disait qu'il ne venait pas assez le voir, qu'il ne l'appelait pas assez. Et quand on explorait ensemble ce qui se passait dans ces relations, il apparaissait clairement que cet homme avait une façon très directe, parfois brutale, de s'exprimer. Il critiquait facilement, il donnait des conseils non sollicités, il avait du mal à écouter sans interrompre. Et quand je lui suggérais doucement que peut-être certaines de ses façons d'être pouvaient créer de la distance avec ses proches, il répondait invariablement « c'est ma nature, je suis direct ». On ne va pas me demander de changer à 67 ans. Et là, il y avait quelque chose de douloureux, parce que derrière cette affirmation, il y avait une vraie souffrance. Il souffrait de la distance avec ses enfants, mais il utilisait ses manatures comme un mur pour ne pas avoir à regarder sa part de responsabilité dans cette situation. Et ce mur, en le protégeant de la remise en question, le privait aussi de la possibilité de changer quelque chose, de se rapprocher de ceux qu'il aimait. La psychologie contemporaine et notamment les travaux sur la personnalité et le vieillissement nous dit quelque chose d'important. Certains traits de caractère ont tendance à se stabiliser avec l'âge, c'est vrai. Mais cela ne signifie pas qu'ils sont figés pour toujours. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas apprendre à nous comporter différemment dans certaines situations, à choisir comment nous réagissons plutôt que de simplement réagir automatiquement. La plasticité comportementale, la capacité à modifier nos habitudes relationnelles, elle reste présente tout au long de la vie. Et puis, il y a quelque chose que je trouve profondément beau dans l'idée que l'on peut continuer à se raffiner comme on affine un vie ou un fromage avec le temps. Pas en devenant quelqu'un d'autre. Pas en niant qui l'on est, mais en choisissant consciemment quels aspects de soi on veut cultiver et lesquels on veut peut-être adoucir. Alors quand tu t'entends dire « je suis comme ça, c'est ma nature », pose-toi cette question. Est-ce que cette façon d'être me sert ? Est-ce qu'elle sert mes relations, mon bonheur, ma vie ? Et si la réponse est non, alors peut-être que c'est ma nature n'est pas une vérité immuable, mais une habitude que l'on peut doucement commencer à questionner. Si ce contenu t'aide à réfléchir, si ces mots résonnent avec quelque chose en toi, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Chaque épisode est une invitation à aller un peu plus loin dans la connaissance de soi. Passons maintenant à quelque chose qui me touche particulièrement parce que c'est une phrase que j'ai entendue de très nombreuses fois et qui chaque fois me serre un peu le cœur. C'est la phrase « de toute façon, les jeunes ne comprennent pas » ou encore « on n'a rien à se dire, nous n'avons pas les mêmes références » ou bien « le monde a tellement changé, je ne me reconnais plus ». Ces phrases parlent de quelque chose de réel. Le monde change vite, les références culturelles évoluent, les façons de communiquer se transforment. Et il y a une forme de deuil légitime dans le fait de constater que le monde de son enfance, de sa jeunesse n'est plus tout à fait là. Ce deuil mérite d'être reconnu, pas minimisé. Mais voilà où ça devient problématique. Quand ces phrases servent à créer une séparation définitive entre soi et les générations plus jeunes, quand elles deviennent une façon de dire « nous sommes irréconciliables », alors elles nous privent de quelque chose d'extraordinairement précieux. Le contact vivant avec d'autres façons de voir le monde, d'autres façons d'être, d'autres façons de ressentir. J'ai une amie, une femme formidable d'environ 62 ans, qui a commencé à s'intéresser au podcast parce que sa petite fille lui en parlait tout le temps. Au début, elle disait « ce n'est pas pour moi, je préfère les livres ». Et puis un jour, par curiosité, elle a écouté un épisode sur l'histoire médiévale, un sujet qu'elle adorait, et elle a été captivée. Aujourd'hui, elle écoute des podcasts régulièrement, elle a des conversations fascinantes avec sa petite fille sur des sujets qu'elle partage maintenant. Et elle me dit « j'aurais raté ça si je m'étais accroché à l'idée que les nouvelles technologies n'étaient pas pour moi ». Ce que je veux dire, c'est que la curiosité n'a pas d'âge.
Et que le dialogue entre les générations est l'une des choses les plus nourrissantes qui existent pour l'esprit humain. Pas parce que les jeunes ont toujours raison, bien sûr que non. Pas parce que tout ce qui est nouveau est meilleur, mais parce que la confrontation bienveillante avec d'autres perspectives nous maintient vivants intellectuellement et émotionnellement. Les études sur le bien-être et le vieillissement sont très claires là-dessus. Les personnes qui maintiennent des liens sociaux variés, qui ne se limitent pas à fréquenter uniquement des gens de leur génération, qui restent ouvertes à des échanges avec des personnes plus jeunes, vieillissent mieux. Pas seulement psychologiquement, mais aussi physiquement. Le lien social est l'un des facteurs les plus puissants de longévité et de qualité de vie que la science ait identifié. Alors si tu t'entends dire « les jeunes ne comprennent pas », je t'invite à retourner la question. Est-ce que toi, tu essayes de comprendre les jeunes? Est-ce que tu leur poses des questions avec une vraie curiosité? Est-ce que tu les écoutes sans immédiatement comparer avec comment c'était avant? Parce que la compréhension, elle est toujours mutuelle, elle se construit dans les deux sens. Et il y a quelque chose de magnifique dans cette idée. Après 60 ans, tu as une richesse d'expérience que les personnes plus jeunes n'ont pas encore. Et eux ont une fraîcheur de regard, une énergie, une façon d'apprendre le monde qui peut apporter énormément. Ce n'est pas une compétition, c'est un échange. Et les échanges les plus riches sont souvent ceux qui se font entre des personnes très différentes. Voici maintenant une phrase qui est peut-être la plus répandue, la plus banale en apparence et pourtant l'une des plus révélatrices. C'est la phrase « je suis fatigué » ou ses variations « je n'ai plus l'énergie que j'avais, je me fatigue vite maintenant, je ne suis plus capable de faire ce que je faisais avant ». Attention, je veux être très clair ici. Je ne suis pas en train de dire que la fatigue n'existe pas. Je ne suis pas en train de nier que le corps change avec l'âge, que l'énergie physique évolue, que certaines choses demandent plus d'efforts qu'avant. Tout cela est réel et il serait absurde de le nier. Ce que je veux explorer, c'est quelque chose de différent, c'est la façon dont la fatigue peut devenir une identité. La façon dont je suis fatigué peut passer d'une description d'un état temporaire à une définition de soi-même. Et là, quelque chose de problématique se produit. Parce que quand la fatigue devient une identité, elle commence à justifier le repli, elle commence à justifier le refus des invitations, l'abandon des projets, la diminution des efforts relationnels. Et progressivement, ce repli crée lui-même plus de fatigue. Parce que l'isolement, l'inactivité, le manque de stimulation sont des facteurs qui augmentent la fatigue et diminuent la vitalité. C'est un cercle qui peut devenir vicieux. Je me souviens d'un patient, un homme de 65 ans, qui était venu me consulter pour ce qu'il décrivait comme une fatigue chronique. Il dormait beaucoup, il avait arrêté ses activités sportives qu'il pratiquait avant, il refusait les sorties sociales parce qu'il n'avait pas l'énergie. Et quand on a commencé à travailler ensemble, on a découvert que derrière cette fatigue, il y avait une forme de dépression légère, une tristesse diffuse liée à la retraite, à la perte de son rôle social, à un sentiment de ne plus être utile. La fatigue était réelle, mais elle était aussi le langage que son corps et son esprit utilisaient pour exprimer quelque chose de plus profond. Et quand il a recommencé à marcher chaque matin, juste 30 minutes, quand il a repris contact avec d'anciens collègues, quand il s'est inscrit à un atelier de poterie, quelque chose de remarquable s'est produit. La fatigue a diminué, pas parce qu'il avait plus d'énergie physique, mais parce que l'énergie psychologique avait été rechargée par le sens, par le lien, par l'engagement. La fatigue après 60 ans est souvent réelle, mais elle est rarement aussi absolue que nous le croyons. Et souvent, ce qui ressemble à un manque d'énergie est en réalité un manque de motivation, un manque de sens, un manque de connexion avec ce qui nous fait nous sentir vivants. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Si ce que tu entends aujourd'hui te parle, si tu reconnais dans ces mots quelque chose de ta propre expérience, pense à t'abonner à cette chaîne et à laisser un like. C'est une façon de me dire que ce travail a du sens et ça m'encourage à continuer à créer du contenu qui peut vraiment t'aider. Continuons notre exploration. Il y a une phrase que j'entends souvent dans les conversations sur le vieillissement et qui me préoccupe profondément. C'est la phrase « je ne veux déranger personne » ou « je ne veux pas être un fardeau » ou encore « les autres ont leur vie, je ne vais pas les embêter avec mes problèmes ». Cette phrase, elle est souvent prononcée avec une forme de noblesse, presque de vertu, comme si ne pas déranger les autres était une qualité, une marque de générosité ou de discrétion. Et il y a quelque chose de vrai là-dedans. L'autonomie, l'indépendance, ne pas imposer ses problèmes aux autres en permanence, tout ça a de la valeur. Mais quand cette phrase devient un principe absolu, quand elle se transforme en une façon de se couper systématiquement du soutien des autres, alors elle devient quelque chose de dangereux.
Parce que l'être humain a besoin d'aide. L'être humain a besoin de pouvoir demander, de pouvoir recevoir, de pouvoir se montrer vulnérable sans avoir honte. Et cette capacité à demander de l'aide, à accepter le soutien des autres est l'une des compétences psychologiques les plus importantes pour le bien-être. Ce que j'observe souvent, c'est que je ne veux pas déranger, cacher en réalité plusieurs choses. Parfois, c'est une peur du rejet, une peur que si on demande de l'aide, on sera refusé et que ce refus sera douloureux. Parfois, c'est une question d'estime de soi, une conviction profonde que ses propres besoins ne méritent pas d'être satisfaits, que l'on a moins de valeur que les autres. Et parfois, c'est une façon de maintenir une image de soi forte et indépendante, une image que l'on a construite toute sa vie et à laquelle on s'accroche même quand elle ne correspond plus à la réalité de ce dont on a besoin. Mais voici ce que je veux te dire, demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage, c'est un acte de confiance envers l'autre. Et c'est aussi souvent un cadeau que l'on fait à l'autre. Parce que les personnes qui nous aiment ont besoin de pouvoir nous aider. Elles ont besoin de sentir qu'elles comptent pour nous, qu'elles ont un rôle à jouer dans notre vie. Quand on refuse systématiquement leur aide, on les prive de cette possibilité de connexion. J'ai une image que j'aime beaucoup pour illustrer ça. Imagine une relation comme une rivière qui doit couler dans les deux sens. Si l'un des deux ne donne jamais et ne reçoit jamais, si l'un des deux est toujours en train de donner sans jamais recevoir, la rivière se déséquilibre. Elle peut même s'assécher. Les plus solides, les plus nourrissantes sont celles où les deux personnes peuvent tour à tour donner et recevoir, aider et être aidées, être fortes et être vulnérables. Alors si tu t'entends dire « je ne veux pas déranger », prends un moment pour te demander est-ce vraiment de la considération pour les autres ou est-ce une façon de te protéger ? Et si c'est une protection, de quoi exactement te protèges-tu? Parce que cette réponse-là peut t'apprendre beaucoup sur toi-même. Abordons maintenant quelque chose qui touche à l'identité profonde, à la façon dont nous nous définissons après 60 ans. Il y a une phrase que j'entends souvent, surtout chez les personnes qui viennent de prendre leur retraite ou qui ont traversé un changement de vie important. Cette phrase, c'est « je ne suis plus rien ». Parfois, elle est dite avec humour, avec une légèreté de façade. Je suis à la retraite, je ne suis plus rien. Mais derrière ce sourire, il y a souvent quelque chose de très sérieux, une vraie crise identitaire. Un sentiment de perte de valeur, de perte de sens, de perte de place dans le monde. Et c'est quelque chose que je comprends profondément, parce que dans nos sociétés, nous avons construit notre identité en très grande partie autour du travail, du rôle professionnel, du statut social que ce rôle nous donnait. Pendant des décennies, quand quelqu'un nous demandait « Qui êtes-vous ?», nous répondions par notre métier. Je suis médecin, je suis enseignante, je suis ingénieur. Et puis, du jour au lendemain, cette réponse n'est plus disponible. Et on se retrouve face à une question à laquelle on n'a pas vraiment préparé de réponse. Mais voilà ce que je pense. Cette crise, aussi douloureuse qu'elle soit, est aussi une invitation. Une invitation à se redéfinir, à découvrir qui l'on est au-delà de ce que l'on fait, à explorer des dimensions de soi-même qui ont peut-être été mises de côté pendant les années de vie active parce qu'il n'y avait pas le temps, parce que les priorités étaient ailleurs. Qui es-tu quand tu n'es pas ton titre professionnel? Qui es-tu quand tu n'as pas de réunion à préparer, de rapport à rendre, de performance à démontrer? Qui es-tu dans le silence, dans le repos, dans la liberté? Ces questions peuvent faire peur, mais elles sont aussi parmi les plus belles questions que l'on puisse se poser. Les philosophes stoïciens avaient une idée que je trouve très pertinente ici. Ils disaient que notre valeur ne vient pas de notre rôle social, de notre statut ou de nos accomplissements externes. Elle vient de notre façon d'être, de notre caractère, de la qualité de notre présence dans le monde. Et cette façon d'être, elle ne disparaît pas avec la retraite, elle ne disparaît pas avec la perte d'un rôle, elle est là permanente, constitutive de qui l'on est vraiment. Alors, je ne suis plus rien est une phrase que je voudrais remplacer par « je suis en train de découvrir qui je suis vraiment au-delà de tout ce que j'ai fait ». Et cette découverte, elle peut être l'une des plus riches de toute une vie. Si ces réflexions t'accompagnent, si tu trouves dans ces mots quelque chose qui t'aide à avancer, je t'invite à laisser un commentaire pour me dire ce qui résonne le plus avec toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Votre présence ici m'est précieuse. Parlons maintenant d'une phrase qui est peut-être la plus commune de toutes, celle que l'on entend dans presque toutes les conversations sur le passé. Cette phrase, c'est « c'était mieux avant » ou « de mon temps, les choses étaient différentes » ou encore « on savait vivre, nous ». Je veux être honnête avec toi, il y a une part de vérité dans cette nostalgie. Le passé avait ses qualités. Certaines choses étaient effectivement différentes et peut-être meilleures sur certains aspects. La nostalgie n'est pas un sentiment pathologique en soi. C'est un sentiment humain universel qui a même des fonctions psychologiques positives. Elle nous aide à maintenir un sentiment de continuité identitaire, à nous sentir connectés à notre histoire.
Mais la nostalgie devient problématique quand elle se transforme en une prison, quand elle devient une façon de refuser le présent, de s'écouper du monde tel qu'il est aujourd'hui, de se fermer à ce qui existe maintenant. Quand c'était mieux avant devient une lunette à travers laquelle on regarde tout ce qui est nouveau avec méfiance ou mépris. Il y a un phénomène psychologique fascinant qui s'appelle le biais de rétrospection positive. Notre mémoire a une tendance naturelle à embellir le passé, à gommer les difficultés, les douleurs, les frustrations et à garder davantage les moments agréables. Si bien que le passé que nous nous rappelons est souvent plus beau que le passé tel qu'il était vraiment vécu. Nous oublions les angoisses, les incertitudes, les problèmes de l'époque. Et nous comparons ce passé idéalisé à un présent que nous vivons avec toutes ses imperfections. Ce n'est pas une critique, c'est simplement une façon de dire que la comparaison n'est pas toujours équitable et qu'il vaut peut-être mieux se demander qu'est-ce qui est bien dans le présent, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je n'avais pas avant, qu'est-ce que le monde offre maintenant qui a de la valeur. Parce que le présent, avec toutes ses complications, a aussi ses beautés. Et après 60 ans, on a la chance et la sagesse de pouvoir les apprécier avec une profondeur que les plus jeunes n'ont pas encore. On a appris à ne pas prendre les choses pour acquises, on a appris que le temps est précieux. On a appris que les moments simples, un repas partagé, une conversation vraie, un coucher de soleil ont une valeur inestimable. Et cette sagesse-là, c'est un trésor que seul l'âge peut donner. Alors au lieu de c'était mieux avant, essaie parfois de dire il y a des choses que j'aimais dans le passé et il y a des choses que j'apprécie dans le présent. Les deux peuvent coexister. La nostalgie et l'ouverture au présent ne sont pas des ennemis, ils peuvent être des compagnons de route. Voici maintenant quelque chose de plus délicat, quelque chose qui touche à nos relations les plus proches, à notre famille, à nos amis. Il y a une phrase que j'entends souvent et qui crée beaucoup de souffrance, autant chez celui qui l'a dit que chez ceux qui l'entendent. Cette phrase, c'est « après tout ce que j'ai fait pour toi ». Cette phrase, elle surgit souvent dans des moments de conflit ou de déception. Quand on a l'impression que ce qu'on a donné n'est pas reconnu, pas apprécié, pas rendu, et la douleur qui la sous-tend est réelle, le sentiment d'ingratitude fait mal. Le sentiment de ne pas être vu, de ne pas être reconnu pour ses sacrifices, est une souffrance profonde. Mais voilà, le problème avec cette phrase, elle transforme l'amour en dette. Elle dit implicitement « je t'ai aimé, je t'ai aidé, je me suis sacrifié pour toi et maintenant tu me dois quelque chose » et quand l'amour devient une transaction, quand la générosité devient un outil de pression, quelque chose de fondamental dans la relation se brise. Les enfants adultes, les amis, les partenaires qui entendent cette phrase ressentent souvent une chose très particulière, de la culpabilité bien sûr, mais aussi une forme de résistance. Parce que personne n'aime se sentir redevable, personne n'aime avoir l'impression que l'amour qu'on lui a donné était conditionnel. Et cette résistance crée souvent exactement l'éloignement que la personne qui dit « après tout ce que j'ai fait pour toi » cherchait à éviter. Je ne dis pas que la reconnaissance n'est pas importante, elle l'est. Je ne dis pas que les sacrifices ne méritent pas d'être vus, ils le méritent. Mais la façon de demander cette reconnaissance, ça change tout. La différence entre dire « après tout ce que j'ai fait pour toi » et dire « j'ai besoin de sentir que ce que je fais compte pour toi, que tu m'apprécies est énorme », la première est une accusation. La deuxième est une demande vulnérable, honnête, qui invite à la connexion plutôt qu'à la défensive. Après 60 ans, on a souvent derrière soi des décennies de donner, de s'occuper des autres, d'élever des enfants, de soutenir des partenaires, de faire des sacrifices, et il est tout à fait légitime de vouloir que tout ça soit reconnu. Mais la meilleure façon d'obtenir cette reconnaissance, c'est de la demander directement, avec vulnérabilité et clarté, plutôt que de la réclamer avec des reproches. Et parfois, il y a aussi quelque chose de plus profond à explorer. Est-ce que j'ai donné parce que je voulais vraiment donner ou est-ce que j'ai donné en espérant recevoir quelque chose en retour? Parce que si c'est le deuxième cas, alors la déception est peut-être moins liée à l'ingratitude des autres qu'à une attente non formulée que l'on portait en soi. Ces questions sont difficiles. Elles demandent du courage. Mais elles peuvent ouvrir des espaces de compréhension et de libération extraordinaires. Continuons avec quelque chose qui touche à notre rapport au corps, à la santé, à la façon dont nous habitons notre corps après 60 ans. Il y a une phrase que j'entends très souvent et qui révèle beaucoup sur notre relation à nous-mêmes. Cette phrase est « de toute façon, à mon âge, il faut s'y faire ». Cette phrase s'applique à beaucoup de choses, à la douleur physique, aux limitations du corps, aux maladies, aux pertes diverses. Et encore une fois, il y a une part de sagesse dans l'acceptation. L'acceptation de ce qui ne peut pas être changé est une vertu psychologique réelle. Elle nous protège de la souffrance inutile, de la lutte contre l'inévitable. Mais il faut s'y faire peut aussi devenir une façon de ne pas prendre soin de soi.
Une façon de normaliser ce qui ne devrait pas être normalisé. Une façon de se résigner à une qualité de vie moindre alors qu'il existe des possibilités d'amélioration. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui souffraient de douleurs chroniques, de troubles du sommeil, de difficultés diverses et qui n'en parlaient pas à leur médecin parce qu'elles pensaient que c'est normal à mon âge. Il faut s'y faire. Or, dans beaucoup de cas, ces difficultés pouvaient être améliorées, traitées, soulagées, mais elles ne le savaient pas parce qu'elles n'avaient pas demandé. Il y a une différence fondamentale entre accepter les changements inévitables du vieillissement avec sérénité et se résigner passivement à une souffrance qui pourrait être soulagée. La première est de la sagesse. La deuxième est parfois de la négligence envers soi-même, une forme de manque d'amour propre. Prendre soin de son corps, chercher de l'aide quand on souffre, s'informer sur ce qui peut être fait pour améliorer sa qualité de vie, tout ça n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas non plus un refus de vieillir. C'est simplement du respect envers soi-même, et ce respect, il n'a pas des limites d'âge. Si tu trouves de la valeur dans ces conversations, si ces réflexions t'accompagnent dans ton quotidien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, nous construisons une communauté de personnes qui cherchent à vivre avec plus de conscience et de bien-être. Parlons maintenant d'une phrase qui est peut-être la plus silencieuse de toutes, celle que l'on ne dit pas toujours à voix haute, mais que l'on se dit à soi-même dans le creux de la nuit ou dans les moments de solitude. Cette phrase, c'est « je n'ai plus rien à apporter ». C'est une phrase qui touche à quelque chose de très profond, le sentiment d'utilité. Le sentiment de contribuer à quelque chose, d'avoir un impact, de compter pour le monde. Et ce sentiment, il est fondamental pour le bien-être psychologique à tout âge, mais peut-être encore plus après 60 ans, quand les rôles changent, quand les enfants sont partis, quand le travail est terminé, quand on se demande quelle est sa place dans le grand mouvement de la vie. Mais « je n'ai plus rien à apporter » est une phrase que je conteste profondément, pas avec des arguments abstraits, mais avec des exemples concrets que j'ai vus dans ma vie et dans mon travail. Après 60 ans, on a quelque chose que l'on ne peut pas acheter, que l'on ne peut pas enseigner en quelques mois, que les années seules peuvent donner l'expérience, la perspective. La capacité à voir les choses avec du recul, à ne pas paniquer devant ce qui semble urgent, mais n'est pas important, à distinguer ce qui compte vraiment de ce qui ne fait que sembler compter. Cette sagesse pratique est extraordinairement précieuse dans un monde qui va vite, qui est souvent submergé par l'urgence et le bruit. Et puis il y a la présence, la capacité à être là, vraiment là pour quelqu'un, à écouter sans chouger, à accompagner sans imposer, à offrir sa compagnie, son attention, son affection. Ces choses-là ne diminuent pas avec l'âge, elles peuvent même s'approfondir. J'ai vu des grands-parents transformer la vie de leurs petits-enfants non pas par des choses spectaculaires, mais par leur simple présence régulière et aimante. J'ai vu des personnes âgées devenir des piliers de leur communauté, non pas parce qu'elles avaient des ressources matérielles, mais parce qu'elles avaient du temps, de la disponibilité et une générosité de cœur que la vie avait mûri. Alors si tu t'entends dire « je n'ai plus rien à porter », je t'invite à regarder autour de toi, pas loin, juste autour de toi. Il y a certainement quelqu'un qui a besoin de ton écoute, quelqu'un qui bénéficierait de ton expérience, quelqu'un pour qui ta présence ferait une vraie différence. Et ce quelqu'un, il attend peut-être que tu te rendes disponible. Voici maintenant quelque chose que je veux aborder avec beaucoup de douceur parce que c'est un sujet sensible, un sujet qui touche à nos peurs les plus profondes. Il y a une phrase que certaines personnes après 60 ans commencent à utiliser de plus en plus souvent, parfois comme une blague, parfois avec une vraie anxiété derrière. Cette phrase, c'est « j'ai peur de devenir un fardeau ». Cette peur est l'une des plus universelles qui existent dans la deuxième moitié de la vie. La peur de perdre son autonomie. La peur de dépendre des autres. La peur d'être une charge pour ses proches et elle mérite d'être prise au sérieux, pas minimisée. Mais ce que j'observe, c'est que cette peur, quand elle n'est pas conscientisée, quand elle n'est pas parlée, quand elle reste dans l'ombre, peut créer des comportements paradoxaux. Elle peut pousser à refuser de l'aide même quand on en a besoin. Elle peut pousser à s'isoler pour ne pas embêter les autres. Elle peut pousser à ne pas exprimer ses besoins, à faire semblant que tout va bien quand tout ne va pas bien. Et ces comportements, paradoxalement, peuvent créer exactement la situation que l'on craignait. Un isolement, un épuisement, une dégradation de la santé qui rendent effectivement plus difficile pour les proches. La peur de devenir un fardeau mérite d'être parlé, avec ses proches, avec son médecin, avec un thérapeute si nécessaire.
Parce que quand on parle de ces peurs, elles perdent une partie de leur pouvoir. Et parce que souvent les proches que l'on craint de déranger sont en réalité tout à fait disposés à aider et même heureux de pouvoir le faire. Il y a aussi quelque chose de plus philosophique que je veux te dire. L'interdépendance n'est pas une faiblesse. L'être humain est un être fondamentalement social, fondamentalement interdépendant. Nous avons tous à différents moments de notre vie été dépendants des autres. Quand nous étions enfants, quand nous étions malades, quand nous traversions des crises. Et nous avons tous, à d'autres moments, été là pour les autres. C'est le tissu même de ce que signifie être humain ensemble. Accepter de recevoir de l'aide à un moment de la vie où on en a besoin n'est pas une honte. C'est simplement participer à ce mouvement naturel d'échange et de soutien mutuel qui définit notre humanité. Et ceux qui nous aident ne le font pas malgré nous, ils le font avec nous dans une relation qui a sa propre beauté et sa propre dignité. Nous approchons de la fin de notre exploration d'aujourd'hui et je voudrais terminer le développement avec quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Il y a une dernière phrase que je veux mentionner, une phrase qui est peut-être la plus douce en apparence mais qui peut cacher quelque chose de lourd. Cette phrase c'est « Je n'ai pas le droit de me plaindre, il y a des gens qui souffrent bien plus que moi. Je n'ai pas le droit de me plaindre, j'ai eu une bonne vie. Je n'ai pas le droit de me plaindre à mon âge, il faut être reconnaissant. La gratitude, je la défends. La capacité à voir ce qui va bien dans sa vie, à reconnaître ses chances, à ne pas se perdre dans la plainte permanente. Tout ça est précieux. Mais je n'ai pas le droit de me plaindre peut aussi devenir une façon de ne pas reconnaître sa propre souffrance. Une façon de se dire que ses propres difficultés ne comptent pas, ne méritent pas d'attention, ne méritent pas d'être exprimées. Et là, il y a quelque chose de psychologiquement problématique. Parce que la souffrance que l'on ne reconnaît pas, la souffrance que l'on ne nomme pas, elle ne disparaît pas, elle s'accumule, elle se transforme. Elle peut devenir de l'amertume, de l'irritabilité, de la dépression, de la somatisation physique. Le corps et l'esprit ont besoin que leurs expériences soient reconnues, nommées, accueillies. Il n'y a pas de hiérarchie dans la souffrance. Ta douleur, quelle qu'elle soit, mérite d'être reconnue. Pas pour t'y complaire, pas pour en faire une identité. Mais pour lui donner la place qui lui revient, pour la traverser plutôt que de la nier, pour pouvoir ensuite aller vers quelque chose de plus léger. Alors, si tu t'entends dire « je n'ai pas le droit de me plaindre », essaie de remplacer sa part. J'ai le droit de reconnaître ce qui est difficile pour moi et en même temps je peux aussi voir ce qui va bien. Les deux peuvent coexister. La reconnaissance de la souffrance et la gratitude ne sont pas des opposés, elles sont des compagnons. Et maintenant, je voudrais prendre un moment pour récapituler ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui et pour te laisser avec quelques pensées qui, j'espère, continueront à t'accompagner. Nous avons parlé de ces phrases que l'on prononce après 60 ans, presque sans y penser et qui pourtant révèlent énormément sur notre rapport à nous-mêmes et à la vie. C'est trop tard qui cachait souvent une peur plutôt qu'une réalité. Je suis comme ça, c'est ma nature, qui peut être une résignation déguisée en acceptation. Les jeunes ne comprennent pas, qui peut nous priver d'échanges extraordinairement riches. Je suis fatigué, qui peut parfois être le signe d'un manque de sens plutôt qu'un manque d'énergie. Je ne veux pas déranger, qui peut nous couper du soutien dont nous avons besoin. Je ne suis plus rien, qui survient souvent après un changement de rôle et qui est une invitation à se redéfinir. C'était mieux avant, qui peut nous fermer au présent et à ses propres richesses. Après tout ce que j'ai fait pour toi, qui transforme l'amour en dette et crée de la distance. Il faut s'y faire, qui peut être de la sagesse ou de la résignation selon le contexte. Je n'ai plus rien à apporter qui ignore la richesse de l'expérience et de la présence. J'ai peur de devenir un fardeau qui mérite d'être parlé plutôt que porté seul. Et je n'ai pas le droit de me plaindre, qui peut nous empêcher de reconnaître et de traverser notre propre souffrance. Ces phrases, je ne les ai pas listées pour te faire sentir coupable si tu les utilisais. Non, je les ai explorées parce que je crois que la conscience est le premier pas vers la liberté. Et parce que je crois que tu mérites de vivre ces années avec toute la richesse, toute la profondeur, toute la vitalité qu'elles peuvent contenir, après 60 ans, quelque chose de magnifique est possible. Quelque chose que les années plus jeunes ne permettaient peut-être pas parce qu'on était trop occupé, trop pressé, trop préoccupé par ce que les autres pensaient, par les performances à réaliser, par les rôles à tenir. C'est quelque chose, c'est la possibilité d'être vraiment soi, d'avoir les conversations honnêtes qu'on a évitées, de faire les choses qu'on a reportées, d'aimer avec moins de peur et plus de liberté, de vivre avec plus de présence et moins d'urgence. Les philosophes grecs avaient un mot pour désigner la sagesse qui vient avec l'expérience et la maturité, phronésis. Ce n'est pas simplement de la connaissance intellectuelle, c'est une sagesse pratique, incarnée, qui sait naviguer dans la complexité de la vie avec justesse et bienveillance. Et cette sagesse, elle se cultive.
Elle se nourrit de réflexion, d'ouverture, de curiosité. Elle se nourrit exactement du genre de questionnement que nous avons fait ensemble aujourd'hui. Je voudrais te laisser avec une image. Imagine un arbre qui a traversé de nombreuses saisons. Il a des racines profondes, ancrées dans la terre, qui lui donnent une stabilité que les jeunes pousses n'ont pas encore. Il a un tronc solide, marqué par les années, par les tempêtes traversées, par les étés et les hivers. Et il a encore des branches qui s'étendent vers la lumière, qui portent encore des feuilles, qui offrent encore de l'ombre et de la beauté. Cet arbre ne se dit pas « il est trop tard pour pousser ». Il pousse simplement différemment qu'à ses débuts, mais avec une profondeur et une solidité que seul le temps peut donner. C'est ça que je te souhaite, pas de nier les années qui passent. Pas de faire semblant que tout est comme avant, mais de continuer à pousser à ta façon avec tes racines et tes branches, avec ta sagesse et ta curiosité, avec ton expérience et ton ouverture. Parce que tu as encore tellement à vivre, tellement à offrir, tellement à découvrir. Les phrases que nous nous disons à nous-mêmes ne sont pas des vérités immuables. Ce sont des habitudes de pensée. Et les habitudes peuvent changer doucement, progressivement, avec bienveillance envers soi-même. Pas en se forçant à être positif à tout prix, pas en niant ce qui est difficile, mais en choisissant chaque jour de regarder la vie avec un peu plus d'ouverture, un peu plus de curiosité, un peu plus de douceur envers soi-même. C'est un travail de toute une vie et c'est un travail qui, je le crois profondément, ne s'arrête jamais. Parce que nous sommes des êtres en mouvement, des êtres en croissance, des êtres capables de surprises et de transformation jusqu'au bout. Et cette capacité-là, elle est peut-être la plus belle de toutes celles que nous possédons. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci pour ta présence, pour ton attention, pour le temps que tu as choisi de consacrer à cette réflexion. Ce n'est pas anodin. Choisir de s'arrêter, d'écouter, de réfléchir sur sa propre vie, c'est déjà un acte de courage et d'amour envers soi-même. Si ce contenu t'a été utile, si tu as trouvé dans ces mots quelque chose qui t'aide à voir ta vie avec un peu plus de clarté ou de bienveillance, je t'invite sincèrement à t'abonner à cette chaîne et à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Un ami, un parent, un proche qui traverse peut-être une période de questionnement, partager, c'est aussi une façon de prendre soin des autres. Et si tu as des pensées, des réactions, des expériences que tu voudrais partager, laisse un commentaire. Ces échanges sont précieux. Ils me rappellent pourquoi ce travail a du sens et ils créent une communauté de personnes qui cherchent ensemble à vivre avec plus de conscience et de bien-être. On se retrouve dans le prochain épisode. Et d'ici là, prends soin de toi avec toute la douceur et toute la bienveillance que tu mérites.